vous présenter deux études qui ont été effectuées à l'échelle internationale et qui couvrent le lien fort entre maîtrise du savoir et le développement économique et humain. Dans une troisième partie, on parlera des liens justement entre le savoir et le développement. Dans la quatrième partie, j'essaierai de faire un petit survol historique pour démontrer qu'en fait, même le savoir non scientifique a permis à l'humanité quand même de progresser au fil du temps. Dans la cinquième partie, je vais essayer de répondre à la question qu'on se pose naturellement. Pourquoi cette importance grandissante du savoir dans les sociétés modernes? Et évidemment, et ensuite, je vais donner quelques perspectives pour la Tunisie avant de conclure. Alors, nous utilisons deux termes dans cette conférence, le terme savoir. Par savoir, on entend l'ensemble des connaissances acquises soit par l'expérience, on parle alors de savoir empirique, soit par l'apprentissage ou bien par la recherche scientifique, on parle alors de savoir scientifique. Par développement économique et humain, on entend les progrès réalisés en matière de conditions de vie de la population, incluant à la fois les aspects matériels et les aspects immatériels, comme les libertés et les droits de l'homme. C'est une notion, bien entendu, beaucoup plus vaste que la notion plus courante de croissance économique, qui représente en gros la valeur ajoutée des différents agents économiques dans une économie déterminée. Alors évidemment, les économistes, de même que les politiques et même les citoyens, ont besoin de quantifier les progrès réalisés dans ces domaines-là. Il faut par conséquent des critères quantifiables. Alors, à l'échelle internationale, pour le savoir, on utilise un certain nombre de critères qui sont, par exemple, le taux et la durée moyenne de scolarisation, la part du PIB, du produit intérieur brut, consacré à l'éducation, et la part du PIB consacré à la recherche et développement, le nombre de scientifiques par millier d'habitants, le nombre de brevets déposés dans un pays déterminé par an et par million d'habitants ou par centaines de milliers d'habitants. Le nombre de publications également, c'est un critère qui est souvent utilisé pour mesurer les efforts faits dans un pays déterminé en matière de progrès du savoir. Pour ce qui est du développement, le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, a établi un indice qui s'appelle l'indice de développement économique et humain, qui est calculé par une formule simple, c'est la racine cubique du produit de trois indices. L'indice vie, qui représente l'espérance de vie à la naissance, et ça donne une indication sur l'intérêt que porte un pays déterminé à la santé de base, à l'environnement, aux conditions de vie des gens. L'espérance de vie est d'autant plus longue que, évidemment, les conditions de vie sont meilleures, cela va de soi. L'indice éducation, c'est la durée moyenne et la durée attendue de la scolarisation. Et enfin, l'indice revenu, c'est le PIB par tête d'habitant. Alors, le PNUD tend à faire évoluer cet indice en y incluant d'autres critères tels que le respect des libertés et des droits humains. Mais il faut trouver la bonne méthode pour quantifier justement ces indicateurs. Deux études instructives qui ont eu lieu à l'échelle internationale, qui méritent d'être méditées. Une première étude a été effectuée en 2004 par deux chercheurs malaisiens de l'université de Monash en Malaisie. Cette étude consiste à comparer les économies dans 14 pays que les chercheurs ont divisé en trois catégories. Une première catégorie concerne les pays développés, qui sont au nombre de 5, les États-Unis, l'Irlande, la Finlande, la Suisse et le Japon. La deuxième catégorie de pays, sous le titre pays nouvellement industrialisés, au nombre de 2, la Corée du Sud et Singapour. Et enfin, une troisième catégorie de pays qui sont au nombre de 7, la Malaisie, sous le titre pays en développement, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Mexique, Chili et Brésil. Alors, les principales conclusions de cette étude se présentent comme suit. Une première conclusion qui est absolument évidente, les pays développés investissent lourdement dans les infrastructures et les technologies de l'information
dans le capital humain et dans l'innovation. Ça, c'est bien connu. La deuxième conclusion dit que deux petits pays parmi ceux-ci, à savoir la Finlande et l'Irlande, qui sont deux petits pays européens, viennent en tête des pays développés au regard d'un certain nombre de critères tels que le nombre d'utilisateurs d'Internet, les dépenses en logiciel et en recherche et développement. Et ce n'est pas un hasard si ces deux pays-là présentent les meilleures performances en termes de productivité. Alors, on voit bien le lien entre importance accordée au savoir, à la maîtrise du savoir et capacité, grande performance en termes de productivité. Singapour et la Corée du Sud sont en train de rejoindre le groupe des pays développés de par l'amélioration des différents indicateurs. C'est une étude qui date de 2004. Aujourd'hui, la Corée du Sud est tout à fait parmi les pays développés, de même que Singapour. Alors que la Corée du Sud était pratiquement au même niveau de sous-développement que la Tunisie dans les années 70. Les pays en développement restent bien derrière, quels que soient les critères considérés. Et parmi ces pays, il y a 4 pays qui se distinguent, le Brésil, le Chili, le Mexique et la Malaisie, qui sont émergés. Alors, pour reprendre un peu l'exemple de la Finlande dans les années 70 était un pays pratiquement un pays agricole, qui vivait de l'exportation de son bois, soit sous forme brute, soit sous forme de papier, parce qu'ils ont un bois de qualité. C'est un pays qui a beaucoup investi dans le savoir, comme nous le verrons un peu plus tard. C'est un pays qui compte 5,5 millions d'habitants, beaucoup plus petit que la Tunisie, et qui compte 20 universités, 30 instituts polytechniques. Et Nokia, qui est l'entreprise phare de ce pays, compte 52 centres de recherche répartis dans 14 pays différents. Grande réforme de l'enseignement, grande réforme de la recherche, encouragement de l'innovation, encouragement de l'application du savoir. Évidemment, au bout du compte, c'est un pays qui passe d'un pays agricole à un pays industrialisé et avec la deuxième étude a été réalisée par la Banque mondiale vers la fin des années 90, Knowledge for Development. C'est la connaissance pour le développement. Et c'est une étude qui a consisté en la comparaison de deux économies. Un pays qui était en voie de développement, les deux pays étaient en voie de développement au départ, la Corée du Sud et le Ghana. Sur une longue période de 35 ans. Les principales conclusions de cette étude se présentent comme suit. En 1956, ces deux pays étaient dans une situation de sous-développement pratiquement comparable. L'écart entre les deux pays a commencé à se creuser à partir de la fin des années 60, au profit de la Corée du Sud. Et au cours de l'année 60, il y a eu de grandes réformes en Corée et la mise sur un certain nombre de secteurs, tels que l'électronique, les microprocesseurs, la construction navale et surtout les applications de l'électronique. L'évolution de cet écart connaît depuis cette date une croissance exponentielle, au profit bien entendu de la Corée du Sud. L'étude montre, et c'est le plus important, que 40% de cet écart sont dus à des facteurs physiques et de capital humain, c'est-à-dire la géographie, le climat, les conditions socio-culturelles, etc. Et 60% de cet écart sont dus au savoir. Alors que la Corée du Sud a fait de grandes réformes, a encouragé encore une fois l'innovation. Évidemment, le Ghana n'a pas fait la même chose. La différence s'est creusée d'une manière exponentielle. Pour voir d'un peu plus vrai, même grossièrement, le lien entre savoir et développement, je me suis amusé à prendre comme source le rapport mondial du PNUD sur le développement humain de 2011, et j'ai placé devant chaque pays deux chiffres. Un premier chiffre, c'est la part du PIB consacré à la recherche, et un deuxième chiffre qui est l'IDH, l'indice de développement humain, qui est un chiffre compris entre 0 et 1. Les pays qui viennent en tête sont au nombre de 8,
la Norvège, l'Australie, le Pays-Bas, les États-Unis, le Canada, l'Irlande, l'Allemagne et la Suède. La moyenne des dépenses dans ces pays en recherche et développement est de 2,36%. Alors vous voyez que c'est les pays qui sont les mieux lotis en termes de développement humain, avec un indice supérieur à 0,9. La Corée du Sud vient en 15e position avec 3,36% réservés à la recherche de son pays. Et la Corée est en train de gagner à chaque fois des rangs dans ce classement. De même que la Finlande qui se place en 22e avec 3,84% de son PIB consacré à la recherche. Notre pays, la Tunisie, se classe 94e, malheureusement, avec 1,1%. Malheureusement, les 10 derniers pays sont tous africains. Le Congo, le Niger, Burundi, Mozambique, Tchad, Libéria, etc. C'est des pays où il n'y a pratiquement pas de recherche, il n'y a aucun intérêt pour la science et pour le savoir. Même si cette étude est assez grossière, elle montre encore une fois, en plus des études que j'ai présentées, le lien fort qui existe entre intérêt accordé au savoir et développement économique et humain. On peut se poser la question suivante. Est-ce que c'est nouveau ce lien entre développement et savoir? La réponse est négative. Car depuis que l'homme existe, il s'est toujours arrangé pour exploiter les lois de la nature sans les connaître. Pour essayer d'abord d'assurer sa survie et ensuite pour améliorer ses conditions de vie et atténuer ses souffrances physiques. À titre d'exemple, lorsque l'homme préhistorique utilisait des flèches pour chasser, en fait, il exploitait un grand principe de la physique, de la mécanique, le principe de conservation des quantités de mouvement. Mais il ne le savait pas. De même, lorsqu'il a inventé la roue et la brouette, il utilisait un théorème célèbre, le théorème du mouvement cinétique, toujours sans le savoir. Les pyramides ont été construites en Égypte avec des moyens tout à fait rudimentaires, sans aucune connaissance de la résistance des matériaux, sans connaissance de la mécanique et des lois physiques. De même que le transport des obélisques en Égypte, c'est des morceaux de pierre qui pèsent jusqu'à 130, 150 tonnes, c'est de longue distance, en utilisant des lois de la physique sans connaître ces lois. Je parlerai également d'un exemple tunisien, c'est l'exemple de Hassad. Hassad est un maçon tunisien qui vivait originaire de Korba, dans le Gabon. Il a eu l'idée géniale de couvrir ces bâtiments, non pas par des toitures plates, mais par des toitures dites surbaissées, c'est-à-dire des voûtes, mais surbaissées, une flèche à la clé qui est très faible. Pour 4 mètres de portée, il avait une flèche de 7 cm. Et il couvrait ces surfaces sans échafaudage. Alors on voyait Hassad, un énorme trou au milieu, et Hassad qui était sur la voûte. Cette technique-là présente 2 avantages. D'abord, on peut construire dessus, à l'étage. Pourquoi? Parce que la toiture est presque plate. Et ensuite, elle est beaucoup moins chère parce qu'elle nécessite moins de ferraillage. Elle tient surtout par ce qu'on appelle l'effet de voûte. Cette technique permettait, dans les années 90, je me rappelle, au moment où aussi Chabel et ses collègues construisaient le mètre carré à environ 200 dinars le mètre carré, Hassad construisait ses maisons à raison de 70 à 100 dinars le mètre carré, beaucoup moins cher. Mais le problème, c'est que Hassad ne savait pas pourquoi ça marchait, sa technique. Il n'était pas capable non plus de couvrir une surface qui n'est pas régulière. Si vous le sortez de la forme carrée ou de la forme rectangulaire, il était incapable de construire sa voûte. Il a fallu attendre une étude que j'ai eu l'honneur de mener avec mon jeune assistant à l'époque, c'est Hatem Zenzeli, actuellement directeur de l'ENIT. Et nous avons publié un article sur le European Journal of Mechanics où nous expliquons le bien fondé scientifique de cette technique de Hassad. Et voici donc une idée qui est venue par uniquement le savoir empirique et qui a permis de faire des gains considérables en matière de coûts de construction. Le savoir empirique a par conséquent permis à des civilisations de dominer la scène internationale et de réaliser des avancées indéniables en termes de développement économique et humain. C'est pareil pour les médecins
les anciens médecins qui soignaient avec des herbes. Hein. Ça soignait, mais ils ne savaient pas pourquoi ça soignait. Alors cette évolution a deux inconvénients. D'abord, elle est très très lente. Ce que l'humanité a réussi à faire en un siècle équivaut à ce que l'humanité a fait depuis que l'homme existe. Une grande lenteur. En plus, de nombreuses tentatives malheureuses et plusieurs drames dans l'histoire. Lorsque les Égyptiens ont construit leur pyramide, le nombre d'ouvriers qui sont morts sur le chantier est considérable. L'approche scientifique des problèmes physiques et naturels ne s'est imposée que progressivement grâce à l'apport de plusieurs civilisations, depuis la Grèce, en passant par une contribution importante de la civilisation arabo-musulmane, grâce notamment à deux savants célèbres, Avicenne et Ibn Sina. Il est plus connu en tant que médecin et philosophe, mais en réalité, beaucoup de gens l'ignorent, il a failli découvrir le principe de l'inertie. Le principe de l'inertie, il a été découvert que par Galilée 6 siècles plus tard. Ce principe dit tout simplement, si vous lancez une bille sur un plan horizontal, avec une vitesse initiale, eh bien, la bille suit, si vous négligez le frottement, la bille suit une trajectoire rectiligne et la vitesse est constante. El-Kendi, qui a vécu au 9e siècle, qui ne sont pas arabes, mais qui écrivait en arabe, et qui a écrit pas moins de 200 livres au cours de sa vie, ce qui est un record mondial, a été le premier cryptanalyste de l'histoire. Le premier cryptanalyste signifie quoi? Signifie les gens capables de casser des codes secrets lorsque vous cryptez vos messages. Il y a des gens qui essayent de les casser. Et l'une des techniques les plus anciennes, c'est celle qui a été inventée par El-Kendi. Évidemment, au cours depuis le 9e jusqu'à pendant quelques siècles, notre civilisation était rayonnante parce qu'on accordait de l'importance au savoir. Depuis qu'on n'accorde plus d'importance au savoir, on a sombré dans notre Moyen-Âge et nous y sommes. À partir de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, c'est le savoir scientifique qui est le moteur du développement. Je vais citer quelques exemples remarquables, très importants. La science du mouvement, la science mécanique, s'est constituée sur la base de concepts rigoureux et de lois physiques confirmées à l'échelle tout au moins macroscopique, parce que vous savez qu'Einstein, au début du XXe siècle, évidemment, il a démontré que ça ne marchait pas lorsqu'on passait à l'infiniment petit. Grâce au génie de quelques savants tels que Galilée, Descartes, Newton, D'Alembert, Lagrange et d'autres, et c'est à la fin précisément de cette période qu'apparurent les premières usines et les premières machines industrielles. C'est le début de l'ère industrielle. Donc, travaux importants dans le domaine de la mécanique. Quelques siècles, quelques décennies après, c'est l'apparition de toute une nouvelle civilisation, c'est la civilisation industrielle. Deuxième exemple, au début du XIXe siècle, deux autres hommes de génie, Ampère et Faraday, prolongeant et complétant l'œuvre de leurs précurseurs Coulomb, Galvani, Volta, etc., jettent les bases de la science moderne de l'électricité. C'était donc au début du XIXe siècle. Quelques années plus tard, vers la fin du XIXe siècle, on assiste à un prodigieux essor de l'électrotechnique et l'apparition de l'électricité dans les différentes industries. Et on a vu aussi l'électricité dans des usages domestiques avec l'éclairage des maisons. Là encore, de grandes inventions scientifiques, quelques années après, toute une révolution dans le mode de vie des gens. Toujours au XIXe siècle, Sadi Carnot, et je le dis pour les jeunes ici présents, Sadi Carnot est mort à l'âge de 28 ans. Robert Meyer, Clapeyron, Joule, Clausius, Kelvin, etc. ont établi les grandes lois de la thermodynamique. Juste après, qu'est-ce qu'on assiste à quoi? Au perfectionnement des machines thermiques, à l'apparition du chemin de fer, et un peu plus tard, à l'apparition de la voiture automobile, et plus tard, à l'aviation. Encore une fois, à la base de toute cette révolution se trouvent des travaux, se trouve le savoir, les travaux scientifiques. Dans d'autres domaines, par exemple en médecine,
la découverte de la pénicilline par Alexander Fleming en 1928. Il a fait sa découverte d'une manière tout à fait hasardeuse. Il a placé ces bactéries sur une paillasse et à côté il y avait des champignons. Le lendemain, lorsqu'il est revenu, il a remarqué que ces bactéries ne se reproduisaient plus. C'est comme ça qu'il a inventé la pénicilline. Le hasard joue beaucoup un rôle important en matière de recherche scientifique, mais il faut que ce hasard soit entre les mains de gens qui le méritent. L'exemple 2, c'est l'algèbre de Boole. Alors Boole, c'est un mathématicien anglais. Il s'est dit pourquoi ne pas fabriquer des mathématiques qui n'utilisent que deux chiffres, 0 et 1. Et c'est comme ça qu'il a développé son algèbre. Et c'est avéré plus tard que le langage le plus apprécié par les appareils électroniques, c'est 0 et 1. Le courant passe ou ne passe pas. Il faisait les maths pour les maths, hein, juste pour l'intérêt intellectuel. Et sa découverte a débouché, a joué un rôle important dans l'éclosion de la révolution numérique que nous vivons jusqu'à nos jours. L'exemple 3, c'est l'invention des ordinateurs. Il y a un mathématicien anglais, Turing, qui travaillait sur le décryptage des codes secrets de communication des Allemands au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Alors pour tester ces méthodes de décryptage, il a fabriqué une machine. Et cette machine s'est transformée plus tard en ordinateur, et ça a été le début donc, des ordinateurs. Il y a d'autres exemples, l'invention de la bactériologie et de la sérothérapie, etc. Alors pourquoi cette importance croissante du savoir à notre époque? D'abord, les produits modernes ne cessent de gagner en complexité. Vous voyez, les voitures d'aujourd'hui ne sont pas du tout comparables aux voitures d'il y a 20-30 ans. De même, les appareils électroménagers ont complètement changé. L'intelligence, maintenant, se trouve un peu partout. Et demain, on trouvera de l'intelligence dans nos vêtements, par exemple, pour réguler la température du corps. Donc, les produits deviennent très complexes, et par conséquent, il est difficile à quelqu'un qui n'a pas de connaissances scientifiques de pouvoir réaliser des innovations réellement importantes. Ensuite, à cause des progrès réalisés en matière de process et de pratiques industrielles, la productivité des usines et de l'industrie a considérablement progressé, notamment à cause de la robotique. Si bien que le plus important dans un produit moderne, au niveau du coût, c'est le coût de l'immatériel. Lorsque vous achetez un appareil GSM, ce que vous payez, ce n'est pas le plastique ou la quincaillerie, comme le disent les Canadiens, mais c'est surtout les brevets d'invention et les dépenses en recherche et développement. Deux exemples, encore une fois. Gillette, vous connaissez les lames Gillette, pour ceux qui ne portent pas de barbe. Alors, c'est des lames, multilames pivotantes. Eh bien, Gillette a dépensé 500 millions de dollars en recherche et développement pour aboutir à ces lames. Récemment, en Corée du Sud, on a mis au point des véhicules électriques qui se rechargent d'une manière assez particulière. Le grand problème dans les véhicules électriques, c'est qu'il faut des stations pour charger les batteries. Alors, en Corée du Sud, on a inventé une nouvelle méthode qui consiste à alimenter les batteries par un champ électromagnétique qui provient de la chaussée. Et il y a des bus qui circulent actuellement à Séoul avec cette technique. Pour cela, ils ont déposé 500 brevets d'invention. Et ils ont dépensé des dizaines de milliards de dollars en si bien que de nombreuses études à l'échelle internationale prouvent que les deux moteurs de développement dans le futur sont d'une part l'économie du savoir. L'économie du savoir, c'est les technologies de l'information et de la communication, la fabrication du contenu numérique et tout ce qui a trait à l'intelligence répartie. Et l'économie dite verte, c'est le développement durable, les énergies renouvelables, la protection de l'environnement, etc. Ce sont les deux moteurs de la croissance au cours des décennies qui viennent. Bien entendu, cela ne signifie pas que les autres secteurs vont disparaître ou que les autres secteurs deviennent incapables de produire de la valeur ajoutée ou de nouveaux emplois, mais cela signifie que l'essentiel de la valeur ajoutée et l'essentiel des emplois futurs seront fournis par ces deux types d'économies. Alors, quelle perspective pour notre pays? La Tunisie se trouve confrontée, comme beaucoup d'autres pays
pays arabes a de redoutables défis. Parmi les plus importants défis, il y a d'abord l'offre d'emploi décent aux jeunes, et particulièrement aux jeunes diplômés. Leur nombre ne cesse de croître et l'offre n'est pas au rendez-vous. Ça me fait mal au cœur de voir des médecins, des ingénieurs, des diplômés travailler dans des centres d'appel parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres emplois. C'est malheureux. Et c'est le plus grand défi auquel se trouve confronté notre pays. Comment également lutter contre la pauvreté, améliorer les conditions de vie des gens et corriger les déséquilibres entre les régions et entre les catégories sociales. Ça, c'est un autre grand défi. Comment pérenniser la disponibilité des deux ressources que j'appelle ressources primaires, l'eau et l'énergie, en sachant qu'il y a une étude qui a été effectuée par des organismes spécialisés qui démontrent que notre pays, notre région en fait, la région méditerranéenne, la région maghrébine, va connaître une baisse de la pluviométrie de 2 à 10% d'ici la fin du siècle. Donc il y aura de moins en moins de pluie, une demande en eau qui va en augmentant et des ressources de moins en moins disponibles. Alors ça rappelle un grand principe de physique. Lorsque vous voulez contrarier la nature, vous êtes obligé d'apporter de l'énergie. Par exemple, si vous voulez soulever un poids, vous êtes obligé de fournir de l'énergie. Pourquoi? Parce que la nature voudrait que le poids descende sur Terre par la gravitation. Contrarier la nature, deuxième exemple, dans un réfrigérateur, qu'est-ce que vous faites? Vous sortez la chaleur du réfrigérateur pour mettre la chaleur dans la partie chaude. Or, la nature, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit la chaleur va de la partie chaude vers la partie froide. Vous contrariez la nature, donc il vous faut de l'énergie. C'est pourquoi le réfrigérateur nécessite de l'électricité. Lorsque vous voulez dessaler de l'eau, par exemple l'osmose inverse, la nature voudrait que le sel va de la partie salée vers la partie la moins salée. Qu'est-ce qu'on fait dans les centrales de dessalement? On prend le sel de la partie non salée et on la met dans la partie salée. Il faut de l'énergie. C'est pareil pour l'eau. La nature voudrait qu'il y ait de moins en moins d'eau consommable. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'énergie. D'où provient cette énergie? Elle provient de l'intelligence, de la recherche. Malheureusement, si Ahmed Bassara est là, il a un projet qui concerne l'utilisation des énergies renouvelables pour dessaler de l'eau dans le sud tunisien. Il a demandé à l'État un terrain de 160 hectares sur lequel sont plantés quelques arbres, des oliviers chétifs, avec un terrain gypseux qui ne sert à rien. Il attend depuis 3 ans, alors qu'il est capable de créer 4000 emplois pour les jeunes tunisiens. Donc c'est un grand problème de l'eau. Et il est possible de dessaler l'eau avec des technologies tunisiennes. Il y a des technologies tunisiennes. Comment affronter également la lutte concurrence dans des secteurs économiques importants tels que le textile, l'électromécanique, le cuir, le tourisme, etc. Comment assurer la sécurité des personnes et des biens avec un fléau nouveau pour la Tunisie qui est le terrorisme et la criminalité qu'on ne connaissait pas par le passé et qui coûte de l'argent. Comment garantir la pérennité des acquis de la femme, les acquis en termes de liberté, les acquis, etc. Bref, comment faire de la Tunisie un pays moderne, fier de son patrimoine culturel et civilisationnel, où il fait pour vivre. Alors la réponse, la solution est loin d'être facile, mais tout à fait possible à condition que les problèmes soient bien posés. C'est vrai en science, lorsque le problème est bien posé, l'adage dit qu'il est à moitié résolu. C'est également vrai en politique, c'est vrai en économie, c'est vrai dans toute la vie sociale. À condition également que prévalent la sagesse et la primauté de l'intérêt général. La solution réside dans l'adoption d'un modèle de développement basé sur les deux types d'économies dont on vient de parler, l'économie du savoir et l'économie dite verte, en veillant à son adaptabilité au contexte socio-culturel de notre pays. S'inspirer de ce que font les autres de bien est absolument indispensable, mais copier bêtement ce que les autres ont fait peut conduire à des solutions, à des situations tout à fait indésirables. Alors, comment faire?
Il faut d'abord commencer par il faut qu'il y ait une volonté politique forte en faveur de ce choix. Et en faisant une ambition nationale. C'est ce qui s'est passé en Corée. On ne réinvente pas la roue. Et il faut qu'il y ait une mobilisation de l'ensemble des acteurs de la société autour de cette ambition. En Corée, encore une fois, l'État a procédé à un emprunt national. Beaucoup de citoyens, la majorité des Coréens, ont refusé de reprendre un peu ce qu'ils ont donné à l'État, en disant que c'est une obligation morale, je dois aider mon pays. La mentalité tunisienne est tout autre. L'exploitation des multiples études et rapports existants sur le sujet après leur actualisation éventuelle. À chaque fois qu'on a un problème, on essaye de redécouvrir là. Je vais vous citer quelques exemples. Il y avait en Tunisie un institut qui s'appelle l'Institut de Carthage, qui a été créé en 1893. 1800. Utilisation des eaux de la Medjerda par l'ingénieur Bignès en 1909. Avec relevé topographique, avec évaluation des coûts, avec comment bien exploiter les eaux de la Medjerda. 1909. Un autre exemple. Port-Franc à Bizerte. 1903-1904. Barrage réservoir à Hammam Zriba. À Hammam Zriba, 1900, c'est pareil, hein, ça doit être 1912. Plan directeur d'aménagement du Grand Tunis, 1954. Si on avait suivi toutes ces études, on aurait évité les grandes catastrophes en matière d'habitat anarchique, de zones inondables. Plus récemment, dans les années 80, voici un document rédigé par le marhoum Azim Mahlouf, qui fut l'un des meilleurs responsables de la recherche en Tunisie dans les années 80, où il dit voici ce qu'il faut faire pour la Tunisie pour qu'on puisse développer notre recherche scientifique. Voici une étude qui a été reprise en 1994, toujours autour de la recherche scientifique, qui a permis quand même la création des laboratoires. Tunis a été construite grâce à l'apport de nombreux patriotes. Des milliers de Tunisiens ont beaucoup travaillé pour la Tunisie. Qui ont les autoroutes, le désenclavement des zones de l'intérieur. Voici une carte qui date de 1990, le réseau autoroutier tunisien. Et vous voyez qu'il y a deux grands, on l'appelle forme d'échelle. Une autoroute de Bizerte vers Ras el-Jdir et une autre de Tbarka vers Hazwa, avec des transversales. Ce programme aurait dû être achevé en 2014. On n'est pas arrivé à Gabès jusqu'à maintenant. Voici ce que disait l'un des grands spécialistes de l'économie numérique, le professeur Sachs de Harvard, qui a établi la carte mondiale de l'intelligence. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On voit le parc technologique d'El Ghazel. Ça, c'est en 2000. Voici le schéma qui date de 90 de l'autoroute maghrébine, qui va de Tobruk, donc à l'est de la Libye, jusqu'à Nouakchott. Voici le réseau structurant des routes, de sorte que chaque Tunisien trouve une route selon les normes internationales à 50 km du lieu où il se trouve, etc., etc. Donc les études existent. Il y a eu des réflexions en Tunisie. Malheureusement, ce qui a toujours manqué, c'est la mise en pratique, l'application. Donc, ce qui est proposé, c'est de reprendre toutes ces études-là, de les actualiser et de passer à l'action. Évidemment, cela passe par une indispensable réforme en profondeur de notre système éducatif
surtout universitaires. En ayant à l'esprit ce qui compte le plus aujourd'hui, ce n'est pas l'acquisition. Dans ma génération, mes amis qui sont là, qui ont à peu près le même âge, savent qu'avant, ce qu'on cherchait, c'est acquérir le savoir. Aujourd'hui, vous tapez sur une souris, vous mettez n'importe quel mot-clé, et vous avez des milliers, voire des millions de sites qui vous parlent dessus. Donc, ce qui importe désormais, ce n'est pas l'acquisition du savoir, c'est comment exploiter ce savoir pour le bien général. Ça. Donc ça pose un énorme défi dans le système éducatif. Mettre en place des mécanismes et des structures favorisant l'innovation et la créativité. Voilà donc quelques idées. Promouvoir, oui, ça aussi, la culture de l'audace, du risque calculé. Il faut bien comprendre que la recherche n'est pas rentable à court terme. Mais vous pouvez vous avez 10 idées, il y en a 9 qui ne marchent pas, mais lorsque la 10e marche, vous récupérez tout ce que vous avez dépensé pour les 9 premières idées et vous gagnez davantage. Donc la culture du risque et surtout le travail en réseau. J'ai été payé d'apprendre par un collègue français qui assistait à un congrès qui se tenait à Marseille. Il me disait qu'il avait rencontré 2 chercheurs tunisiens de la faculté des sciences. Ils avaient des bureaux pratiquement, des bureaux voisins. Et c'est ce Français qui leur a dit, attention, vous travaillez sur le même sujet. Apprenons à travailler ensemble. Apprenons à encourager les Tunisiens qui réussissent. Le nivellement par le bas, là, on met et cela passe, bien entendu, par le rétablissement de l'ordre dans les différentes structures de notre société, dans le respect des droits et des libertés. Pour finir, je vais vous lire, et ce sera la fin, 2 extraits anciens. Le premier extrait est issu du livre intitulé Le Golfe de Gabès en 1888. Il a été écrit par 2 Français, Jean Servonnet et Ferdinand Lafitte, et qui a été réédité par le Éco-Sud en 2000. Qu'est-ce qu'on y lit? Un paragraphe assez intéressant. Qu'on le sache bien, les terres tunisiennes du Sud ne sont ni infécondes ni rebelles à la culture. Bien au contraire. Elles renferment à l'état latent une puissance germinative considérable qui n'attend pour se manifester que l'intervention de l'indispensable élément, l'eau. Autrement dit, si on donne de l'eau aux paysans du Sud, on peut créer d'énormes richesses. Et c'est possible grâce en particulier au dessalement de l'eau. Si on arrive à comprendre que le projet de Cheikh Ahmed Bassalah est un projet qui peut être utile à notre pays. Deuxième citation d'un philosophe français, Babi, à la fin du XIXe siècle. Et ça démontre l'importance de la Tunisie dans le bassin méditerranéen. Presque tous les grands événements de l'histoire se sont déroulés sur les bords de la Méditerranée. Pas un seul de ces rivages n'a cependant été peut-être le théâtre de drames aussi nombreux, ni le témoin de luttes aussi gigantesques, surtout par leurs conséquences, que le fut ce petit coin de terre qui s'appelle aujourd'hui la Tunisie. La Tunisie a été toujours en première ligne dans toutes les civilisations qu'a connues la Méditerranée. Pour finir, je dirais, Arabiyendi et gardons espoir. Je vous remercie pour votre attention.